Salam alaikum, sabah al-khair, azul fulawen, bonjour, hola, guten tag, hi. Je vais les faire tous comme ça, tout le monde sera content. Je vais continuer en français, puisqu'on a des invités dans la salle. Je suis désolé, j'aurais voulu parler en arabe, mais je vais continuer en français. Comme disait Anis, on a fait l'exercice dans toutes les wilayas. J'ai même fait des explications de statistiques en arabe. Et les gens, ils essayaient de comprendre ce que je racontais. Et on s'est bien amusé. Et je suis très, très, très content d'avoir fait partie de ce projet, au nom de Brenco, de toute mon équipe, ceux qui sont là et qui ne sont pas là. Et comme j'ai dit la dernière fois à Béchar, j'avais l'air pas bien. Et il me disait, qu'est-ce que t'as? Je dis, je suis pas bien, je suis pas bien. Mais qu'est-ce que t'as? Il dit, les gens de Béchar, ils nous ont mis la pression, comme les gens de Tamarasset, comme les gens de Gherdaya, comme les gens de Ouergla, comme les gens de toutes les villes. Ils m'ont dit, ils t'ont mis la pression, donc quoi? Comment on va leur rendre l'appareil? Ils ont été super Kwarama. Vous avez été très, très, très généreux avec nous. En dehors du projet, on a eu une relation humaine avec tout le monde. Et aujourd'hui, on a avant tout l'obligation de vous rendre la bonté que vous avez donnée, vous les premiers. Déjà, par cette étude qu'on va essayer qu'elle soit, en fait, on a essayé qu'elle soit la plus éthiquement, scientifiquement parlant, solide, et aussi de continuer, que ça soit par le projet en lui-même, et nous, en tant que personne, à œuvrer au bien de toutes ces régions, et au bien de l'Algérie, bien évidemment. Alors, Salvatore disait, quand on donne un micro à un Italien, on ne sait pas ce qu'il va dire, à un Algérien, c'est dangereux. Alors, comme disait notre ami Salvatore, avant tout, c'est un travail d'équipe. Alors personnellement, nous sommes une société de conseil et d'ingénierie et on est des gens avec un esprit très, 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 très tourmenté, scientifiquement parlant, puisqu'on essaie de comprendre les choses par l'aspect complexe. Et sur ce projet, on a travaillé vraiment en équipe, en une totale fusion, puisqu'au début, j'y croyais pas et après, à la fin, j'y ai cru. Au début, Dina me disait, mais si, on est une équipe, on travaille tous ensemble. Je disais, mais non, nous, on a l'habitude, on nous demande de faire un truc, on le fait, on travaille. Et à la fin, non, ça s'est pas passé comme ça. Et du coup, Brenco et EFE et l'équipe de Madrid, et on était plein de nationalités différentes. On a travaillé ensemble, on était 32 personnes sur le projet, dans 16 jeunes qui ont travaillé avec nous sur toutes les wilayas pour nous permettre de faire les enquêtes sur terrain, que je salue. Donc le projet en lui-même a créé des emplois sur 1 mois ou 2 mois de travail. Nous avons fait à peu près, j'ai calculé à peu près, j'ai pas voulu exagérer ni faire le Marseillais, on a fait à peu près 15 000 kilomètres sur le projet. Et c'est des milliers et des milliers d'heures de travail, mais aussi d'entretien avec les gens. J'ai pas calculé le nombre d'heures qu'on a parlé avec les gens, mais c'est des milliers, des centaines, de bonnes centaines d'heures qu'on a réécoutées, réanalysées, etc. Donc en fait, les objectifs premiers, et comme dans toute, ça ressemble beaucoup à une thèse de doctorat, ce qu'on a fait, mais en 4 mois. Initialement, c'était de donner des objectifs bien carrés, de générer de la data, qui a pour objectif de faire apparaître l'écosystème socio-économique dans chaque ville, pour essayer de capter une spécificité des villes, d'essayer de comprendre l'évolution des métiers dans leur transformation, mais en termes de compétences aussi. Et aussi voir ce qui se passe en termes de climat social, mais climat économique dans chaque région et chaque pays, chaque ville. Comme tu disais, ouais, c'est tellement grand qu'on peut dire que c'est des pays. Et l'objectif était de comprendre les spécificités culturelles, puisqu'aujourd'hui sur la planète on parle de localisation et non plus de globalisation. Et du coup, il était très important pour nous de comprendre ce qui se passait. Mis à part le fait qu'il y a eu un grand travail de desk research, nous avons essayé de comprendre ce qui se passait réellement sur le terrain dans les villes, ce que les gens nous disaient, puisque les gens dans les villes sont les acteurs de chaque ville et ils ont la capacité de voir et d'avoir une vision clairvoyante de ce qui va se passer dans les années ou les mois à venir dans leur région. Méthodologiquement, on a commencé par ça. C'est un truc très compliqué, j'avoue. Tout le monde m'a dit, mais Karim, c'est n'importe quoi, personne ne va comprendre. Je me rappelle à Al-Borj, on a les gens de Al-Borj avec nous ici. Si, les gens ont compris, ils sont montés sur scène, on a commencé à expliquer, débat, machin. Alors en fait, on a essayé de dessiner, je suis ingénieur à la base, et toute l'équipe presque est ingénieur. Donc on a un esprit, comme je disais, un peu complexe dans la compréhension, et on a essayé de schématiser pour modéliser comment interpréter le marché du travail aujourd'hui.
Il est évident que le marché de travail est très souvent vu par une offre et une demande, l'offre des entreprises et la demande des jeunes ou moins jeunes sur le marché de l'emploi, donc les chômeurs, on va les appeler comme ça tout simplement. Mais réellement c'est faux, puisque l'entreprise est aussi un demandeur de compétences, et le chômeur ou le demandeur d'emploi est un offreur de compétences. Et autour de tout ça, il y a un jeu qui se crée, c'est un jeu de flux d'informations. Il y a de l'information qui est générée par le jeune en lui-même, mais des informations qui sont générées par les entreprises. Toutes ces informations sont raisonnées dans un grand caisson qui fait ce marché du travail. Et le marché du travail ne peut pas se faire autrement en incluant toutes les parties prenantes qui influent sur ce flux d'informations in fine. Donc pour être plus simple par rapport à ce schéma qui est un peu complexe, et je pense que s'il y a des chercheurs dans la salle, ils peuvent en faire une thèse de doctorat. Voici un petit schéma plus simple qui résume un peu la vision qu'on a eue. On s'est dit, OK, il y a un marché du travail, il y a deux grands acteurs qui sont les entreprises et les demandeurs, mais qui est aussi autour du sujet? Qui sont les players? À ce moment-là, bien évidemment, le premier player sont les organismes, les entreprises. Qu'elles soient privées, publiques ou mixtes, ça a été elles les premières. Suivies par les associations et les médias. Les associations et les médias, pour nous, ont un rôle extraordinaire puisqu'elles véhiculent l'information, mais aussi peuvent la déformer du côté positif ou négatif. Et il fallait pour nous comprendre ce qui se passait à ce moment-là et à cet endroit-là. La troisième partie, et on a beaucoup de nos invités qui viennent de cette partie, sont les organisations de formation, mais aussi on a une troisième partie qui sont une quatrième partie, les demandeurs et les institutions. Les institutions, forcément, ont pour objectif certain d'influencer le marché du travail. La formation et les organismes de formation, eux aussi, ont pour objectif d'influencer cet emploi, puisqu'ils vont modeler les compétences des futures personnes, qu'elles soient en changement de carrière ou qui accèdent à une nouvelle carrière. Pour pouvoir parler avec toutes ces personnes, on a mis en place des matrices d'identification. La matrice avait pour objectif de nous laisser identifier dans chaque ville, chaque région, les personnes avec qui on pouvait parler. Est-ce qu'elles existaient, tout simplement? Et si elles existaient, est-ce qu'on pouvait parler avec elles? Donc on a dû les inviter, les approcher, on a fait appel à tous nos réseaux, nos contacts, les aides, les associations nous ont beaucoup aidés aussi. Même les entreprises, on a appliqué les méthodes de boule de neige, c'est-à-dire les gens nous envoyaient vers d'autres gens qui étaient intéressants à voir, etc. Et à partir de là, on a regroupé les gens sur trois ou quatre grandes actions. Premièrement, nous avons fait des entretiens en face-to-face, one-to-one, et on les a aussi dématérialisés en faisant des interviews en visioconférence avec les parties prenantes comme les entreprises, les organismes étatiques qui ne pouvaient pas se libérer ou qu'on a pu voir directement. On en a fait 73 dans toutes les villes. On a organisé des focus group avec les demandeurs d'emploi et les focus group avec des parties prenantes ainsi que des meet-up dans toutes les villes. Ce qui nous a permis de, parler avec les demandeurs d'emploi dans une façon qualitative et comprendre ce qu'ils ont dans leur cœur et leur trip, si je peux dire la chose comme ça, mais aussi reparler avec toutes les parties prenantes ensemble et essayer de voir si on pouvait développer des pistes de solutions. L'objectif, c'était de faire de la co-innovation et du collaborative work pour essayer de voir s'il y avait des solutions qui partaient de la base. On voulait faire comme les techniques d'enseignement de FE, c'est du bottom-up, et l'objectif, c'était de partir de la base et voir comment on pouvait porter tout ça vers le haut. Et la dernière partie prenante que nous avons pris comme étant le témoin de toute notre étude est le validateur. C'est la personne qui a dit oui ou non, ce qu'on disait était vrai ou faux. Ça a permis d'affirmer ou infirmer les hypothèses et les propositions de solutions qui ont été posées. C'est le demandeur d'emploi lui-même. C'est la partie prenante qu'on entend le moins. On a été voir à peu près 1500 jeunes sur toutes les villes en face-to-face. On avait prévu initialement, pour les gens qui ont vu les meet-up et les présentations, on avait prévu 800 initialement. Et nous sommes passés à 1500, puisqu'on voulait avoir un niveau d'exactitude et un niveau d'erreur bas et une exactitude plus élevée, une confiance plus élevée. Et en même temps, on voulait pousser jusqu'au dernier moment où on pouvait faire l'étude. Et eux ont permis de donner des visions différentes de certaines choses que nous avions cru être vraies et qui sont vues totalement différentes, surtout sur l'aspect culturel et culturel. Alors, je vais commencer maintenant à déployer avec vous les débuts. Il y a tellement de data que je pense qu'on peut faire 3 ou 4 rapports. Mais on va essayer de prendre un axe d'analyse aujourd'hui ensemble. Et je suis sûr qu'on pourra encore en générer plusieurs d'autres à base de toutes les informations qui ont été générées.
Comme disait mon ami Salvatore, il est vrai que cette étude est assez intéressante puisqu'on s'est adossé aussi sur de la technologie, de la high technology ou de la technologie de pointe qui sont aujourd'hui les machine learning et l'intelligence artificielle. Alors les gens d'EFE, quand nous on a intégré le projet, ils nous ont fait confiance, hein, bien évidemment. Nos amis anglais aussi, l'ambassade nous a fait confiance indirectement. Et ils ont fait confiance en notre esprit critique. Parce qu'à chaque fois que les gens de FE disaient on va faire ça, on disait ouais, c'est bien, mais pourquoi? Et du coup, même la I, on a essayé de comprendre comment elle fonctionnait. Donc on a eu des séances de travail avec les développeurs. Non, Salvatore, qu'est-ce que c'est cette intelligence artificielle? On le doit faire, on fait déjà les tout-terrain, on fait ça. Karim, je te vais mettre un moteur de machine, là, elle va l'utiliser. Et c'est vrai. En algérienne avec une italienne, hein, c'est difficile d'avoir un compromis. Là. Heureusement, il y a l'huile d'olive qui nous met d'accord. Voilà. Et du coup, on a essayé de comprendre tout ça et essayer d'utiliser tous les moyens et toute la data qui était à notre niveau et à notre portée pour faire une première analyse. Et je dis encore une fois, avec beaucoup de modestie, les parties prenantes nous ont généré énormément d'informations et de data. Ça serait de la prétention de dire qu'on a eu la possibilité de tout analyser, mais on a fait du max hein, avec toutes les parties prenantes pour donner un premier one view. Bref, donc, première étape, on a demandé à la AI de nous faire une analyse sur le marché du travail dans l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe sur le web algérien? Gardez à l'esprit que ça se passe sur le web et que nous sommes partis initialement sur le fait qu'il y a une digitalisation majeure des cultures actuellement au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des demandeurs. L'AI a permis de diagnostiquer 34 000 offres d'emploi sur la période de 1er janvier à la fin février. Sur les 34 000, l'intelligence artificielle, donc le logiciel pour l'appeler plus simplement, a permis d'extraire 22 000 offres d'emploi clairement exploitables et comprises et analysées. Sur les 22 000 offres d'emploi, on les a rezoomées sur les villes où on a fait l'étude, hein, donc Béchar, Ouergla, Oran, Tamanrasset, Inamenas, Ain Salah et compagnie. On a à peu près 3200, j'arrondis, allez, 3150 offres d'emploi sur ces régions sur la période donnée. Les équipes sur terrain, eux, ont commencé à aller parler avec les gens. Comme je disais, on a parlé avec des jeunes, en priorité avec des chômeurs, des demandeurs d'emploi. Mais nous ne avons pas exclu les travailleurs. Nous avons intégré dans le spectre d'analyse les jeunes travailleurs, les personnes qui avaient trouvé un travail dans les 6 à 1 an, pour voir en fait dans leur mémoire leur passé de chômeurs et voir aussi qu'est-ce qui se passait dans les entreprises, puisqu'il y avait un autre problème qui avait été détecté au niveau des parties prenantes quand on a fait les focus group, c'était la problématique de la fidélisation des emplois et des employés, pardon. Et du coup, il était très important de comprendre que déjà le marché du travail était compliqué et on a eu l'analogie avec le marché du mariage. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, déjà que c'est dur de trouver une femme ou un mari, si après en plus ils divorcent pour revenir se mettre sur le marché avec nous, qu'ils restent en couple, qu'ils nous laissent tranquilles. Et c'est la même histoire dans l'emploi. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un couple qui se forme employé-employeur, l'objectif c'est de fidéliser au maximum puisqu'on vient de créer une opportunité à quelqu'un d'autre d'accéder à notre emploi, on a libéré une place sur le marché de l'emploi. Bref. Donc on a parlé avec les 1500 personnes et nous avons eu à peu près la moyenne nationale qui est de 50-50 ou 52-48 hommes-femmes. Sur l'échantillon, et faites très attention, je parle bien des 1500 personnes, nous avons donc favorisé de parler avec des demandeurs. Donc 85% des 1500 personnes sont bien évidemment des demandeurs. Nous ne parlons pas de 85% de taux de chômage national. Hein. C'est pas du tout, il ne faut pas l'interpréter malement. Hein. Donc c'est 85% de l'échantillon sont des chômeurs et 15% sont des travailleurs. La moyenne d'âge, la majeure partie des interviewés oscille entre 18 et 35 ans, puisqu'était l'objectif de notre étude, cette tranche de la société. Et sur cette tranche de la société, nous avons à peu près 50-50 hommes-femmes. Les demandeurs d'emploi, en termes d'éducation, leur niveau scolaire est clairement très élevé. Près de 60% sont des universitaires et près de 90% sont des diplômés du cycle supérieur. Nous avons trouvé qu'à peine 1% qui étaient du niveau primaire et un autre % qui n'ont pas du tout fait d'études, qui n'apparaissent même pas ici. Avec ces personnes, la première chose qu'on a fait, c'est essayer de comprendre leur positionnement sur le marché du travail.
Et la première chose qu'on leur a dit, ok, vous êtes au chômage, mais à votre avis, pourquoi vous êtes au chômage? C'est quoi la cause qui fait que vous êtes au chômage? Et la première cause qui apparaît, que vous voyez tout à fait à gauche en bleu, c'est de ne pas trouver d'opportunité. Pour eux, il n'y a pas d'opportunité de travail. Il est clairement, dans leur conception, inexistant. Il n'y a pas de travail. C'est pas il y a un travail qui ne fit pas avec leurs skills, ou un travail qui a été pris par quelqu'un d'autre, ou un travail qui demande d'accepter des conditions compliquées. Non, il n'y a pas de travail. Or que je vous rappelle que la I de l'autre côté nous a montré bien qu'à la même période, il y avait 3000 postes d'emploi disponibles dans toutes les régions, et à peu près, en moyenne, plus d'une centaine à 200 postes dans chaque ville. Donc il y avait de l'emploi. Et accessible, hein, vu les compétences et les skills. Donc, premier constat, c'est qu'il y a une incompréhension du marché du travail par le jeune, par le demandeur. Alors, j'utilise le jeune parce que la majorité sont jeunes, mais par le demandeur. Deuxième question qu'on a posée, on a dit, OK, tu n'as pas de job, tu es au chômage, il n'y a pas d'opportunité, mais est-ce que tu as passé un entretien d'embauche, quand même, sur les 6 derniers mois? Est-ce que tu as passé un entretien d'embauche? Et là, on a la majeure partie, plus de 50%, disent « Je n'ai jamais passé d'entretien d'embauche. » Même pas sur les derniers mois, jamais, jamais de ma vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire un entretien d'embauche. Et c'est assez représentatif pour les femmes et les hommes, hein, on est au même pourcentage. Donc là, on s'est dit « Oh, là, il y a quand même un problème. » Et on a commencé à creuser. Alors, comprenez qu'on a oscillé, je ne pourrais pas le faire sur les slides, mais on a oscillé en permanence entre ce que les data disaient et ce que les jeunes dans les focus group nous ont dit. Les jeunes dans les data ont eu cette opportunité de parler avec un aspect de protection de la data, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont parlé en toute honnêteté, que ce soit aux étapes de focus group, mais aussi aux étapes d'enquête sur le terrain. L'enquête sur le terrain, c'était une personne en face d'une personne. Donc il y avait un lien qui se créait d'intimité. Quand on était dans les focus group, il y avait un groupe, donc il y avait une synergie de groupe. Donc vous imaginez bien que la synergie de groupe crée des phénomènes différents sur la façon de répondre à une question. Et donc on voulait voir les gens en groupe comment ils répondaient et tout seul comment ils répondaient. Et ce qui était intéressant, c'est que sur cette question, les jeunes en face-to-face disaient « on n'a jamais passé d'entretien » et les autres disaient « on n'a jamais passé d'entretien parce que ça ne sert à rien ». Donc il y a totale perte d'espoir et un pessimisme sur la question de l'emploi. Et quand on a dit « ok, tu n'as pas de job, tu n'as jamais passé un entretien d'embauche, mais pourquoi? Parce que tu connais personne, tu n'as pas de réseau, tu ne sais pas comment commencer ». Ils disent « mais non, c'est simple ». À plus de 70%, ils disent « mais je n'ai jamais postulé. Je n'ai jamais postulé à un emploi. » Et là, on se dit « mais il y a un problème ». Et quand on va sur les focus group pour comprendre pourquoi ils n'ont jamais postulé à un emploi, on comprend qu'il y a une pression sociale tellement grande sur l'emploi qu'ils perdent leurs moyens et qu'il y a une perte de confiance en soi. Cette perte de confiance en soi aussi, on l'a retrouvée sur d'autres relations, la relation que les parents ont aujourd'hui avec leurs enfants. Dans beaucoup de focus group, dans beaucoup de villes, on a demandé à la famille de reprendre le relais. Reprendre le relais de l'école, reprendre le relais de l'université, reprendre le relais de la rue, reprendre le relais de toutes les parties prenantes qui participent à l'éducation et à la formation de la personnalité du jeune. Aujourd'hui, sur les jeunes qu'on a interviewés, vous avez 90% qui n'ont pas d'assistance à poursuivre, enfin, qui n'ont pas d'assistance pendant leur éducation. C'est-à-dire quoi? Ils sont livrés à eux-mêmes à 100% pour apprendre. On leur demande de suivre les études tout seul. On leur demande de trouver un travail tout seul. On leur demande de se former à trouver un travail tout seul. On leur demande à comprendre l'écosystème tout seul. Les parents sont pris par la vie. Les jeunes n'ont pas les moyens parce que l'autre partie a accès à de l'accompagnement. Mais c'est un accompagnement privé. C'est de la formation privée, c'est des cours privés. On le connaît, le phénomène des cours privés. Ce phénomène a disloqué ce qu'on pense être la relation du contrat social qui existe à la base de la construction du soi, de la personnalité de ce jeune. Et à ce moment-là, on a eu cet impact. Et on pense que ça peut être le manque de confiance, enfin, le résultat de ce manque de confiance. On a posé une question intéressante à ces jeunes. Et cette question a été de dire, est-ce que vous avez eu un entretien? Ceux qui ont dit non, c'est non, la majorité. Mais les autres qui ont eu un entretien, on leur dit, comment ça s'est passé?
Quand tu t'es retrouvé pendant l'entretien et que tu es sorti de l'entretien, quel était ton niveau d'esprit? Est-ce que tu pensais aller avoir ce job? Est-ce que tu disais oui, mais peut-être j'ai mes chances, mais j'y crois pas beaucoup? Ou tu disais non, pas du tout, j'y crois pas, c'est sûr que je ne vais jamais avoir ce job. Et il est très intéressant parce qu'on a posé cette question à des jeunes qui ont eu des entretiens d'embauche, ceux qui n'ont pas eu d'entretien d'embauche et ceux qui ont eu une expérience répétée dans les entretiens d'embauche. Et on voit que les personnes qui n'ont jamais eu d'entretien d'embauche sont très pessimistes parce qu'ils pensent... Alors, ils sont pessimistes parce qu'à 31%, ils pensent qu'ils n'auront pas le job. Mais ils gardent un espoir puisqu'à 43%, qui n'est pas la majorité, mais à 43%, ils pensent qu'ils vont avoir toutes leurs chances. D'un autre côté, ceux qui ont eu de l'expérience dans les entretiens d'embauche sont beaucoup plus réalistes, mais gardent quand même de l'espoir parce qu'ils ont eu cette expérience. Ils pensent qu'à 51%, ils vont avoir le job, juste en passant l'entretien d'embauche. Et ceux qui ont eu la toute première fois un entretien d'embauche, juste le fait d'avoir cet entretien d'embauche a créé une certaine euphorie. Et d'un seul coup, on est près de 60% de personnes qui disent « j'étais sûr d'avoir le job ». Mais on leur dit, est-ce que tu matchais avec les compétences? Est-ce qu'ils disaient non, pas vraiment? Et comment tu... Mais non, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, il m'a compris, je l'ai compris. Donc c'est juste le fait de lui avoir donné cette chance de s'exprimer et d'avoir ce rendez-vous d'entretien d'embauche qui lui a donné un baume au cœur et du coup a repris confiance en lui-même, tout simplement. Et c'est à ce moment-là, on dit qu'il y a une sensibilité aux petits succès, donc les quick wins, hein, ils ont besoin de ces quick wins. Un manque de préparation aux entretiens d'embauche puisqu'ils n'arrivent pas à comprendre le message qui est transmis par la personne en face d'eux. Et ils ont quand même, à long terme, une vision pessimiste du futur puisque quand même, quand on voit les gens qui ont de l'expérience dans les entretiens d'embauche, ils ne sont pas à la majorité rassurés par l'entretien et avoir un job. Quand on demande aux gens comment vous trouvez un emploi, comment faites-vous pour trouver un emploi, beaucoup de gens disaient l'ANEM n'est pas connue. Et ben, c'est l'ANEM qui est sortie en first step. La première entité et le premier moyen ou outil, appelez-le comme vous voulez, qui permet aux jeunes de trouver un emploi, c'est l'ANEM. Mais tous les autres moyens sont restés des moyens, ce que je dirais, archaïques. C'est-à-dire que ça se limite à se déplacer à l'ANEM, déposer son CV, voir ce qui se passe, et ça s'arrête là. Envoyer un CV, participer au maximum à un concours, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que la majeure partie des demandeurs utilisent des moyens très passifs, c'est-à-dire que ça se limite à envoyer, et il n'y a aucun suivi, aucune dynamique dans leur recherche, aucune relance, aucun outil qui est utilisé, etc. Le temps qu'ils consacrent à la recherche d'emploi ne dépasse pas les 3 heures par semaine. Et on constate à ce moment-là qu'il y a d'un côté ce manque de confiance au pessimisme qui influe sur ça, bien évidemment, mais aussi une mauvaise gestion du temps. Ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à donner... On aurait voulu entendre une demi-heure par jour, ce qui fait beaucoup plus de 3 heures par semaine. Hein, mais ils n'ont pas répondu à ça. Et du coup, on pense qu'il y a aussi une mauvaise maîtrise dans la gestion du temps et la méthodologie. Finding a job is a job. Hein. Et... les répondants aussi, que ce soit les femmes ou les hommes, ont un utopisme. Ils pensent, et là on parle plus des diplômés qui sortent de la formation professionnelle ou de l'université, ils pensent que le diplôme, le fait d'avoir un diplôme, les prépare totalement à la vie professionnelle. Rares sont qui ont répondu différemment, et les personnes qui ont répondu différemment, en fait, c'est des personnes qui font partie ou qui ont eu l'occasion de faire partie de programmes ou d'associations qui œuvrent à la formation des jeunes. Ils sont une minorité, c'est une toute petite minorité, mais eux se sont détachés. Donc on a vu l'impact, et ça on l'a vu très fort dans la ville de Oran et de Ouargla, où il y a beaucoup d'associations qui font dans ça, où il y a des programmes existants qui font dans ça. Donc il y a une certaine maturité, qui n'est pas à une grande échelle, mais qui existe. Et cet utopisme est très bizarre parce que ça nous a permis de voir quelque chose d'autre. Donc, comme je disais, l'ANEM est en première position des moyens de recrutement, ou enfin, de chercher un travail. On a parlé avec les gens de l'ANEM, forcément, les gens extraordinaires,
qu'on salue, qui se battent matin et soir sans relâche, avec les tripes, à essayer de trouver des solutions. Ils appellent les gens, les parents des gens, c'est de la folie. On leur demande de faire des choses qui dépassent l'entendement, c'est trop, c'est trop. Mais en même temps, ils nous ont expliqué les problématiques, parce que d'un côté, on a parlé avec les organismes, mais aussi on a parlé avec les entreprises. Et quand on a été voir l'ANAM en disant « voilà ce que les jeunes nous ont dit, voilà ce que les entreprises nous ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas ce que disent les gens ?» sans rentrer dans le détail. Et l'ANAM on dit ouais, « voilà aujourd'hui comment on travaille, voilà les outils que nous avons. Nous avons un système d'information, nous avons des compétences humaines, et aujourd'hui, à un moment donné, on ne peut pas faire tout ce qu'on nous demande de faire avec les moyens que nous avons ou les compétences que nous avons. Aujourd'hui, le système d'information de l'ANAM n'arrive pas à évoluer aussi vite que le marché en lui-même. Il y a une transformation majeure dans les métiers, mais une transformation majeure dans les compétences, une transformation majeure dans les entreprises. Le marché est tellement fluctuant que tout le monde est dans la rapidité, dans le quick, et l'ANAM, elle a des procédures qui doivent aller à une certaine vitesse, et tout le monde n'arrive pas à atteindre cette vitesse. Deuxièmement, les outils de l'ANAM ne permettent pas, par exemple, de reconnaître les bonnes compétences, puisque le système est basé sur le système scolaire qui, lui-même, a du mal à comprendre les soft skills. Comment demander à un système de comprendre les soft skills si, dans son fondamental, il ne comprend pas qu'est-ce que les soft skills? Et bien évidemment, les entreprises demandent énormément, et si ce n'est la première compétence qui est demandée, c'est des soft skills. Et de l'autre côté, les agents de l'ANAM ont du mal à comprendre quand on parle de soft skills. Ils n'ont pas été formés ou accompagnés à le faire. L'école qui les a formés ne les a pas formés. L'administration où ils travaillent ne les a pas formés. Donc ils ont un besoin forcément d'accompagnement sur ce volet. Les entreprises, comme je disais, on les a vues. Alors la majeure partie des entreprises, nous ne nous leurrons pas, ce n'est pas des grandes entreprises. C'est des TPE ou des PME. Et ce cas est très intéressant. Les TPE et les PME sont en permanence en train de se battre pour survivre sur le marché qui est très complexe. Très complexe parce que les entreprises et les jeunes ont un mal à comprendre l'écosystème au sens de Pestel. L'information est tellement diluée, tellement phagocytée qu'il est très dur de comprendre. Et à ce moment-là, les entreprises nous ont dit, écoutez, nous, on n'a pas le temps, on est obligé de trouver du travail en permanence, donc on a des compétences dont on a besoin et on recrute dans l'urgence. On ne sait pas, aujourd'hui on n'a pas de travail, demain on va avoir du travail. Si demain on a du travail, il faut qu'on s'organise tout de suite. Et il faut qu'on trouve les compétences. Et ces compétences, on ne sait pas où elles sont. Et quand on va à l'ANAM est trop lente. Et on ne sait plus comment faire. Et on a vu, heureusement, on n'a pas vu d'entreprise qui trichait beaucoup. On n'a pas été confronté à ça. Mais on a vu des entreprises qui ont développé de l'ingéniosité, de l'innovation, comment régler ces problématiques. Et l'ANAM aussi les a accompagnés. C'est-à-dire qu'il y a un couple réel qui s'est formé entre l'ANAM et certaines entreprises. Mais encore une fois, les outils qui existent les ont bridés, ne leur permet pas d'évoluer rapidement. Donc ces entreprises, elles recrutent en permanence en urgence. Et quand vous recrutez en urgence, la première chose qui se passe, c'est que vous cherchez des compétences qui ne sont plus des compétences techniques ou des compétences même en termes de soft skills basiques, type communication et ce qu'on verra, hein, mais aussi on cherche des compétences plus, en termes de soft skills, plus développées. La confiance, l'éthique, la rigueur. C'est des compétences qui est très dur, où c'est très dur d'évaluer dans un entretien ou dans un processus de recrutement. Les TPE, donc à ce moment-là, elles ont avoué, les toutes petites entreprises, ne pas avoir de département RH qui est capable donc du coup de générer tout ça, de rédiger ces fiches de poste qui pourraient décrire tout ça et qui pourraient faciliter in fine la tâche aux gens de l'ANAM. Et donc ce couple est empêtré dans cette histoire de compétences par rapport aux soft skills, de data, d'information et surtout de communication. La communication a deux impacts. Bien évidemment, vous comprenez que comme cette histoire, et je ne vous raconte pas toutes les autres parties prenantes, sinon on prendra des heures sur le débat, mais comme on vient de parler du couple ANAM-entreprise, qui est une partie prenante et employé, et demandeur d'emploi, le besoin de communication est flagrant entre toutes les parties prenantes. Tous les meet-up que nous avons organisés dans toutes les villes, la première chose que les gens nous ont dit à la fin du meet-up, ça nous a fait du bien, on s'est retrouvés tous autour de la table et c'est rare où on se retrouve autour de la table pour parler d'un sujet comme le chômage et essayer de trouver des solutions tous ensemble. Donc ça a été exprimé clairement par toutes les parties prenantes d'une façon naturelle, honnête et sincère. Mais aussi, il faut faire très attention, cette communication a un impact certain sur la notoriété des institutions. Il y a une perte de confiance en soi au niveau de l'individu qui est le demandeur, mais le demandeur aussi a une perte de confiance
ont les institutions qui l'accompagnent. Parce que ça ne va pas vite, parce qu'il ne comprend pas comment ça fonctionne, parce que ça lui paraît une grosse boîte noire et ça lui fait peur. Et la communication non existante ou très peu ne permet pas de dissiper cette peur et d'avancer. En parlant avec toutes les parties prenantes aussi, on a compris que les entreprises qui pourraient voir le jour ou qui ont vu le jour et qui sont dans un développement durable, ce n'est pas des industries qui vont se créer aujourd'hui, créer peut-être 10 000 emplois et disparaître d'ici 3 ou 4 ans. C'est des industries qui vont être durables. Ces industries durables sont clairement identifiées par rapport à ce qui se passe dans ces régions. On aurait pu parler du commerce, de trading, qui est une composante intrinsèque de ces régions, qui ont été des régions bercées historiquement par le trading des routes qui montaient du désert et de l'Afrique pour aller vers le nord. Mais ça, c'est classique. Les chiffres de l'ONS vous le démontreront par A plus B que c'est le commerce qui fonctionne, que c'est un peu la construction et un peu le transport. Donc, je pense que sur cet aspect, il est très facile de le retrouver. Mais il était plus intéressant d'aller voir et creuser quelles étaient les industries que les gens pensaient être des industries durables dans leur région et qui vont voir le jour rapidement. Et c'est là où on a vu, bien évidemment, l'agriculture. Mais pas n'importe quelle agriculture. Une agriculture qui est basée sur l'agriculture des oasis. Se penser de faire de l'agriculture comme on le fait dans le Nord, avec des grandes surfaces et attaquer le terrain, c'est totalement erroné. Les gens l'ont dit clairement. Nous avons toujours fait de l'agriculture, ce n'est pas nouveau, mais on a une façon de faire de l'agriculture qui est une agriculture durable, qui va consommer les ressources environnementalement durablement, qui va s'adosser sur des connaissances existantes, ancestrales dans ces régions. L'artisanat, bien évidemment, il est clair, le patrimoine culturel de toutes ces régions, il est indéniablement extraordinaire. Mais l'artisanat, il faut lui donner maintenant un horizon international. Aujourd'hui, l'artisanat et le tourisme, qui sont un couple indissociable, il faut les dissocier. Il faut casser le lien entre l'artisanat et le tourisme. Si aujourd'hui le touriste ne vient plus à l'artisan, il faut que l'artisan aille vers ce touriste. Et du coup, aujourd'hui, il faut apprendre à tous ces gens la façon de faire, la façon d'attaquer les marchés, la façon de se digitaliser, in fine. Et le digital, comme on l'a vu dans toutes les villes. Deux autres types d'industries qui sont le recyclage. Nous avons été très tristes de voir le désert aujourd'hui, qui commence à être pollué par le plastique, à Tamanrasset. Nous avons, avec l'équipe, même, on s'est amusé avec les gens qui nous ont pris à la Crème dans le désert, on s'est amusé à récolter du plastique, à faire de la collecte. Je crois en l'espace de 15 minutes, on a dû récolter 20 ou 25 kilos de plastique. Il est clair que nous avons même vu des petites TPE qui se lancent, qui ont besoin d'aide, de formation, d'accompagnement, de compréhension. C'est un vrai business. Mais qui ne doit pas se limiter à faire de la matière première et de l'envoyer au nord. Il faut aussi pousser ça vers de la transformation en local, de la valeur ajoutée locale. Il faut qu'ils intègrent au sens de porteur, dans la chaîne de valeur, des blocs à leur niveau localement. Ça va créer de l'emploi, mais aussi de la valeur ajoutée. Et bien sûr, les petites manufactures, comme on a vu extraordinaire à Gardaya, dans l'électronique, l'électricité, ou plein d'autres domaines dans notre ville, mais extraordinaires avec des exemples de bonnes pratiques par rapport à l'aspect culturel. Les jeunes, comme je le disais, on a quand même posé la question à ces jeunes demandeurs, sont ultra connectés. Ils sont chômeurs, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont issus de familles assez modestes, mais ils ont presque dans leur majorité un téléphone, smartphone. Ils sont à 80% connectés à Internet. Et ils passent dans leur majorité plus de 3 heures par jour sur le web. Nous, on était heureux. On a dit c'est cool, c'est génial. Il y a aujourd'hui des logiciels, des sites web qui permettent de trouver un travail sur Internet. C'est cool, c'est génial. Et là, bim, il n'y a que 50% de ces jeunes qui utilisent Internet pour trouver un emploi. Ils sont ultra connectés, mais Internet n'a pas cet objectif. Aujourd'hui, Internet est le premier média pour ces jeunes. Les réseaux sociaux, bien évidemment, comme vous le savez tous, est le premier média. Alors, bien évidemment, ce média a deux impacts. C'est une résonance de notre oralité algérienne, mais aussi c'est une passivité à l'information. Les jeunes ont été très incroyablement avertis sur les fake news, dans toutes les villes où nous sommes passés. Mais ils ne remettent pas le fait que ça soit une fake news, ils la reconnaissent, mais ils la transfèrent. Donc il y a un impact une sorte de brainwash.
C'est-à-dire qu'ils s'exposent massivement à l'information. Et du coup, l'information qu'on trouve sur l'Internet est très mal comprise ou ce n'est juste vu de loin. Les gens qui, quand même, puisqu'ils sont 50-50, on a demandé aux gens qui utilisent Internet dans leur recherche, dans leur vie de job seeker sur le web. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a vu, moi personnellement, je n'étais pas très étonné. En plus, c'est des copains que j'ai vu grandir depuis très longtemps. C'est Emploitique. On se disait, Emploitique, c'est sûr, il va apparaître et tout ça. Et deuxième position, vous verrez sur la carte là-bas, c'est aucun de ces sites. Et en fait, c'est quoi aucun de ces sites? Ils utilisent des annonces sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et du coup, ils détectent à ce niveau-là les annonces. Et le troisième site qui est utilisé, c'est Wetknees, qui est un site de vente, d'échange de peer-to-peer, mais qui est utilisé pour le recrutement. Et bien évidemment, le quatrième, encore une fois, nous, on ne croyait pas qu'il allait apparaître ou qu'il allait être en fin de liste, mais l'ANEM est à la 4e position. Donc l'ANEM, avec son site, est connu et vu par les jeunes. Ces jeunes aussi, ce qu'on a appelé font appel à de la formation informelle. Ces jeunes, demandeurs ou moins jeunes, se forment tout seuls sur le web. Alors nous aussi, on a dit, ouais, c'est génial s'ils se forment aujourd'hui sur la planète, sur le web. Il y a des plateformes connues, reconnues, extraordinaires, comme Coursera, Open Classroom & Co, edX. Ben non, c'est pas eux, bien évidemment. C'est YouTube. YouTube dans sa majorité. Et encore là, je vous rappelle que YouTube, il y a de la formation, il y a de la vidéo. C'est vrai, c'est la culture. Mais ce n'est pas de la formation parce que c'est très informel. Ça sort de tous les canaux de contrôle ou d'adossement à une légitimité scientifique. Le deuxième canal qui est utilisé par les jeunes Algériens, et rappelez-vous quand nous parlons de jeunes Algériens, est une start-up algérienne qui s'appelle Etudes. C'est très intéressant, qui a une certaine légitimité puisqu'elle est basée sur les réflexes des jeunes Algériens et les jeunes étudiantes sur la planète. On a tous connu, on va voir à la fin du cours le meilleur étudiant, lui dit « Est-ce que tu as fait des notes? Tu me passes tes notes, je vais reprendre. » Et la plateforme, elle est basée sur cette logique. Donc, elle bénéficie de deux aspects. C'est qu'il y a une légitimité puisque c'est des notes qui sont basées sur le prof. Donc, il y a la relation à l'université, la source de savoir. Et il y a une légitimité parce que c'est les meilleurs. C'est le meilleur étudiant qui a donné ça. Et c'est entre nous, les étudiants. Ce qui est très intéressant, et je crois que dans la salle, on a le fondateur de la start-up. En avançant, on a essayé de creuser, bien évidemment, dans certaines villes, et on a eu des débats à ce sujet avec nos amis de Rebdaya qui sont dans la salle, c'est la femme, la place de la femme. On en a parlé longuement, et tout ça, on a essayé. Et on a eu ces mêmes débats à Borj et à Taman Rasset, partout. Et on a dit, on va aller chercher aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau de la femme. Au début, ce qu'on a entendu dans les focus group, on a dit, oulala, on part de loin. Eh bien non, à 72%, les gens sont totalement pour que la femme travaille aujourd'hui. La femme a toute sa place dans l'économie nationale et le monde du travail, pour 72% de tous les répondants dans les régions. Bien évidemment, c'est la masse des gens, c'est des femmes et des hommes. Alors, on a été voir les hommes ce qu'ils ont dit et les femmes ce qu'ils ont dit. Alors, ce qui est beaucoup plus étonnant, dans les non, vous avez 42% d'hommes qui disent non, je ne veux pas que la femme travaille, donc on est toujours dans le pourcentage des 60%, ça va. Mais il y a quand même 11% de femmes qui disent je ne veux pas que la femme travaille. Il n'y a pas que les hommes. C'est culturel. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. C'est pas juste... Et c'est pour ça que je dis à Gardaïa des exemples extraordinaires d'industrie qui ont réglé ce problème. Des bonnes pratiques. Quand on a essayé de comprendre, est-ce que aussi la femme a été vue comme un concurrent sur le marché du travail par rapport à l'homme? Est-ce que l'homme voit la femme comme un concurrent? Là aussi, c'est très mitigé. C'est du 50-50. Et rappelez-vous que dans les 50% qui ont dit oui, je pense que c'est un concurrent, il y a des femmes qui ont dit oui aussi. Et quand on a dit pourquoi, ils ont dit la femme, et c'est très bizarre, ils pensent que la femme, dans un entretien d'embauche, a beaucoup plus de chances à être recrutée. Or que nous, plus haut, on a vu que les femmes ou les hommes ont le même problème au niveau du recrutement et de l'entretien d'embauche. C'est une perception très bizarre. Et bien évidemment, les causes qui ne laissent pas travailler la femme, c'est surtout... La première cause, c'est qu'ils pensent que la société est trop agressive envers la femme et qu'il faut protéger la femme en la laissant à la maison. Nous avons fait une sorte de baromètre, et je passerai très rapidement, par chaque ville. Toutes les villes, sans exception, comme vous le voyez, au-dessus du nom de votre ville, tout à fait en haut, il y a un oui. Ce oui est en train de montrer que toutes les villes sont pour le travail de la femme. Sauf qu'on a été chercher, on a été comprendre pourquoi ils ont dit oui, et ceux qui ont dit non, pourquoi ils ont dit non. Et ceux qui ont dit non, on les a pour vexer personne,
on les a décrits comme des ultra-conservateurs ou conservateurs. Qu'est-ce que nous appelons par un ultra-conservateur? C'est toute personne qui nous a dit la femme ne peut pas travailler comme l'homme. Et les conservateurs, ça a été les gens qui ont dit nous, on pense que culturellement, la femme doit maintenir l'harmonie de la maison, de la famille. On a dit ok, très bien. Ceux qui ont dit oui, quand on leur a dit « Pourquoi vous avez dit oui ?», ils sont pragmatiques. Aujourd'hui, c'est l'économie. Ils ont dit « La femme doit travailler coude à coude et face to face avec l'homme parce qu'économiquement, on n'arrive plus à vivre avec un seul salaire. » Ceux qui ont dit non, ils ont dit « Ouais, on ne sait pas comment ». Et en fait, quand on voit le lien, plus les villes en sont dans des difficultés économiques, plus la notion d'ultra-conservatisme se transforme en une notion de conservateur. Et ils se rapprochent, même les gens qui ont dit non, des gens qui ont dit oui. Parce qu'en fait, économiquement, c'est l'économie qui permet à ces gens de comprendre qu'aujourd'hui, on doit tous travailler pour pouvoir avoir accès à une qualité de vie pour les enfants et la famille. Bien évidemment, on n'a évité aucun sujet, et même les sujets qui fâchent. La corruption et le népotisme, le ma'rifa ou le choix. On les a abordés, pourquoi? C'est très intéressant, parce que quand on a parlé avec les entreprises, quand on a parlé avec les ANAM, les ANSEJ, le CNAC, les chambres de commerce et tout ça, on est arrivé sur un résultat partant. Quand les entreprises dont je parlais tout à l'heure, qui recrutent dans l'urgence, elles recrutent des gens, elles veulent des gens de confiance, elles veulent des gens qui sont honnêtes, éthiquement respectables. Qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise pour recruter quelqu'un comme ça? Elle demande à ses employés. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est ingénieur, mais c'est quelqu'un d'honnête, de sérieux, de bosseur, de confiance? Ça, dans le monde, ça s'appelle de la cooptation. C'est normé, ça existe, c'est enseigné. Personnellement, je l'enseigne à mes étudiants de ressources humaines. Et aujourd'hui, en fait, cette cooptation, quand on la décrit aux jeunes, ils la comprennent comme du népotisme, le ma'rifa. Et quand on explique réellement qu'est-ce que c'est et pourquoi on a fait ça, tout le monde comprend qu'au final, c'est une solution. Et aujourd'hui, cette notion de népotisme est impérativement elle doit être intégrée dans les procédures et les méthodologies reconnues, visibles, qui ne soient pas dans un no man's land, pour être compris par tous. La corruption, par contre, c'est très intéressant, elle subit ce qu'on a appelé un effet de résonance. En fait, on a posé la question, est-ce que vous pensez qu'il y a de la corruption dans vos recherches d'emploi? À peu près, vous avez plus de 70%, hein, quand on voit hommes et femmes, hein, plus de 70% ont dit oui. Mais quand on leur a dit, est-ce que vous avez vécu la corruption? C'est pas, est-ce que vous avez entendu parler de la corruption, est-ce que vous l'avez vécu? On passe de 70-60% à 20%. On se rend compte qu'il y a un effet de résonance et qu'il y a un effet de bouche à oreille qui, du coup, ça aussi, ça influe sur la confiance en soi, sur le fameux défaitisme qu'on avait au début sur les jeunes. Il te dit, pourquoi tu veux que je fasse les démarches d'envoyer une offre d'emploi ou d'aller à l'ANEM et tout ça, puisqu'il pense qu'il y a de la corruption. Alors que réellement, ce n'est pas le cas. Les gens qui l'ont dit, même si 20%, c'est beaucoup, mais quand même, ce n'est pas 60 ou 70%. Et bien évidemment, dans le népotisme, ils pensent que la première cause, c'est de connaître quelqu'un pour trouver un job. Hein. C'est le basique, le ma'rifa classique. Alors, on a posé aussi la question, est-ce que nos chers jeunes, avez-vous visité un autre pays dans les 6 à 1 année qui viennent de passer? Plus de 90% des jeunes, 91 et 92, que ce soit les femmes ou les hommes, n'ont jamais quitté le territoire. Jamais quitté le territoire. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un autre pays, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est voyager, et certains ne savent même pas qu'est-ce que c'est ou l'avion, ou sortir de la ville. Quand on leur a demandé, mais avez-vous l'intention d'émigrer? La majeure partie a dit non. Non. Ils y pensent peut-être, mais ils ont dit non. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, on a dit à ceux qui ont dit oui, on veut immigrer, on a dit est-ce que vous envisagez d'immigrer illégalement? C'est-à-dire que vous partez avec un visa et après vous vous retrouvez sans visa. La majeure partie ont dit non. Et quand on leur a demandé mais pourquoi vous voulez immigrer? Bien évidemment, trouver un travail est apparu. Mais surtout, une ouverture d'esprit. On veut rencontrer des gens, voir de nouvelles cultures, s'amuser, connaître le monde. On veut vivre, tout simplement. On veut échanger. Et ce qui revient en arrière, ce qui est très intéressant, rappelez-vous, c'est des gens qui sont connectés, qui consomment de l'information
Et du coup, ce téléphone, puisque c'est des users mobile first, est une fenêtre sur des cultures différentes. C'est pour ça qu'ils ne l'utilisent pas aujourd'hui pour rechercher du travail. Mais d'abord, ils ont besoin pour s'ouvrir au monde, ouvrir leur esprit, avoir une bouffée d'air frais. Et ce qui est normal, c'est des jeunes. Aujourd'hui, sur toute la planète, les jeunes ils sont en mobilité permanente. C'est un sujet, on dit, ouais, les Français, ils partent pas, les Américains, ils partent. Oui, c'est normal, c'est des jeunes. C'est naturel. Ils ont besoin de rencontrer d'autres... Mais ils n'ont pas dit, on veut quitter le pays. On veut rencontrer d'autres cultures, s'émanciper culturellement et revenir travailler le plus normalement dans notre pays. Petit highlight, je le fais ici, sur l'entrepreneuriat. Les gens qui ont dit, on leur a posé la question, quel serait votre emploi idéal? La majeure partie, qui est intéressante, c'est-à-dire la proportion la plus élevée, à 30%, bon, il y en a ceux qui ont dit à peu près à 23% avoir un contrat permanent, 23% je veux un CDI, etc. Mais à peu près 30% ont dit, je veux être mon self-man-made, je veux être mon propre patron. Je veux être freelanceur, consultant, freelanceur, ou je veux créer ma propre entreprise. Donc, ils sont à peu près 30% à avoir dit on veut être entrepreneur. Et dans les gens avec qui on a parlé, les 15% qui travaillent, rappelez-vous, il y a des entrepreneurs. Et à ces entrepreneurs, on leur a dit mais ça a été quoi votre premier problème dans l'entrepreneuriat? Lack of information, manque d'information. Il n'y a pas assez d'informations pour comprendre par où commencer. On n'arrive pas à comprendre par où commencer. Et après, on leur a dit, mais comment vous avez financé votre entreprise? Là, comprenez qu'aussi sur cet aspect, on ne peut pas rentrer trop dans les détails ici dans la présentation, mais il y a un aspect culturel. Dans l'aspect du financement, l'enseigne, etc., le manque de communication font apparaître des problèmes qui ont une essence dans notre religion. L'histoire de Riba, vous le connaissez cette histoire. Même si l'État a mis en place des dispositifs pour payer, bonifier, très mal compris. Très mal compris. On a eu des débats avec des jeunes où ils ne comprenaient pas, après ils n'arrivaient plus, ils se disaient mais du coup, donc on peut le faire, on ne sait plus, ils sont perdus. Donc ce manque d'information a un impact direct sur les modes de financement. Et du coup, les modes de financement qui restent sûrs pour eux, c'est la famille. La famille et les amis. À peu près 40%, c'est la famille et les amis. Et je dirais même à peu près à 45%, c'est le love money, comme on l'appelle. Qui, est clair, ne permet pas de dépasser les stades d'une toute petite entreprise. Qui fait très vite défaut à ces entreprises pour grandir. Donc, c'est juste un petit highlight sur l'entrepreneuriat. Alors, je reviens sur notre copine Laï, parce que c'est une copine Laï, on est d'accord. Laï, elle nous a sorti 22 100 jobs, comme je le disais toujours. Petit highlight, 97% des offres en français. Quand on a posé la question aux jeunes dans leur éducation, quelle est la langue première où vous vous sentez à l'aise, avec quoi vous avez étudié? 90% en arabe. Premier problème, les offres sont en français, les jeunes parlent en arabe. Grand problème. Quand on a essayé de comprendre maintenant, ok, Madame Laï, fais-nous un zoom. Alors Laï permet de faire des zooms sur toutes les villes de l'étude, etc. Là, on a fait un petit sample sur Tamanrasset. On demande à Laï d'interpréter, donc, comme disait Salvatore, les datas qui ont été extraites de tous les sites. Alors juste, je reviens en arrière pour que vous voyez. Par exemple, ici, Laï, comme ça vous savez comment elle a fonctionné. Elle a récupéré de ces sites, voilà, où j'ai mis le petit point rouge, vous le voyez. Elle a récupéré des 6 sites. Alors le site, bien évidemment, de l'ANEM, voilà. Les sites d'emploi partenaire, d'emploi attique, de WetKnis, bien sûr, comme on disait. En fait, les main sites qui font du trafic et du SEO le plus élevé et qui ont été cités par les jeunes et les parties prenantes. On a été voir là-bas. Dans ces sites, quand on fait une extraction, on est capable de connaître les professions les plus demandées. À Tamanrasset, bien évidemment, on voit par exemple assez manœuvres, dans de la construction, etc. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit les compétences qui sont demandées et les compétences comportementales, donc les soft skills. Et là, vous le voyez ici, par exemple. Premier soft skill, c'est de la communication. On le top, je prends le top, sans rentrer dans les détails. Et vous voyez, ce n'est pas le top, c'est l'extrême majorité. Le deuxième skill qui est demandé, c'est de la flexibilité. Le troisième skill, c'est des langues. Comme je disais, ils ont eu des études en arabe toute leur vie. Les offres d'emploi sont en français et le travail aussi est en français. Ou peut-être en anglais, très rarement, mais en français. Rare en arabe. C'est-à-dire quand on travaille, on utilise l'arabe parlé, comme on le fait tous. Mais quand on commence à rédiger des emails, des documents, ça se fait en français. Et rarement en anglais. Et très rarement en arabe, sauf quand on s'adresse à une administration, en disant « fadleke » s'il y a d'atokom. Et ça s'arrête là. Donc c'est un vrai problème linguistique.
Et dernier aspect, c'est la planification, donc la gestion du temps. Ce qui match totalement avec ce que les entreprises nous ont dit. Les entreprises nous ont dit, on veut des gens qui sont rigoureux, qui savent gérer leur temps, qui sont flexibles, qui savent communiquer, qu'on comprenne ce qu'ils nous disent. Ça match totalement. Sauf que les jeunes de l'autre côté, rappelez-vous, eux, ils pensent que leur diplôme leur suffit pour faire tout ça. Donc s'il sort d'une école où il a étudié qu'en arabe, ou qui a étudié que du droit, ou que de l'ingénierie, ou que des statistiques, ben, d'ores et déjà, il a un problème, puisqu'on ne l'a pas formé à la communication, on ne l'a pas formé à certaines langues, on ne l'a pas formé à être flexible, comme on te forme à être flexible à l'école. Hein, voilà. Et forcément, très rare, on a ici des gens de l'association de la planification, très rare où on forme à la planification. Par exemple, à Oran, le top 20 des entreprises, rappelez-vous, qui recrutaient à la période de l'extraction, hein, c'est-à-dire entre le 1er janvier et à peu près le 20 février de mémoire. Par exemple, le premier employeur, enfin, qui offrait des offres d'emploi sur Internet aussi, c'est Marriott. Ce qui est clair, on sait tous qu'à Oran, aujourd'hui, un grand boom de l'hôtellerie avec les JO qui arrivent, etc. Et on peut faire ça par chaque ville, avoir un template global, etc. Les postes aussi. Par exemple, là, vous avez, ça c'est sur tout le pays, vous avez par exemple les vendeurs, qui est le premier poste ou le premier métier qui est demandé le plus. C'est vendeur. Vendeur en magasin, hein. C'est vraiment le vendeur qui va vous vendre votre t-shirt, votre casquette, votre téléphone portable. Le vendeur de base. Il représente presque 1260 offres d'emploi sur les 2 mois. Et encore une fois, les premiers skills qu'on leur demande, c'est la communication, la flexibilité, les langues et la planification. Allez, on va dire, il sait parler parce que il a la tchatch, c'est un vendeur, hein, on va imaginer. Il a la com easy parce que c'est dans le sang, mais la flexibilité et les planifications, je suis désolé, c'est très rare qu'on ait eu la capacité de développer ça tout seul, sauf si on a eu la chance de faire partie d'associations, ou d'être scout ou quelque chose comme ça, ou d'avoir des parents qui nous ont formés, comme je racontais tout ça. Là, vous avez les emplois VS, les diplômes voulus. Le max des diplômes ici, et vous avez ici l'expérience professionnelle demandée. Donc on le voit, hein, l'expérience, on a beaucoup de jobs qui ont moins d'1 an d'expérience professionnelle, et on demande aussi beaucoup de gens qui ont le niveau de licence. Et finalité, on est capable aussi de voir toutes les entreprises qui recrutent le plus, sur le top 20 ou le top 10 des entreprises qui recrutent sur toute l'Algérie. Ça, c'est juste pour donner à quoi que peut faire l'AI et ses capacités. Je ne sais plus dans quelle langue je On a vu qu'on est Oxo, que c'est un partenaire aussi. Exactement, Oxo est partenaire. Merci, Oxo. Natixis Natixis aussi. Ouais. Il y a beaucoup de notre partenaires qui recrutent. Alors, je vais conclure. Ça y est, fini. Je vais lâcher the mic. I will drop the mic. Tiens, voilà. Ça, c'est un Alors, première conclusion qu'on a faite. On a vu 2000 personnes. On les a vues dans tous les niveaux. Des entreprises, des chômeurs, la jeunesse et des sports, les associations, les clubs, les sportifs. On a vu tout le monde. Premier constat qu'il en ressort, c'est malgré cette image de pessimisme qui nous ont renvoyé par les chiffres, il y a un espoir profond, une envie de faire profonde qui est là, qui est latente, qui ne demande qu'à être motivé, aidé, on lui tend la main pour aller plus vers l'avant. C'est le premier constat qu'on est obligé de faire. Il est évident que toutes les personnes que nous avons vues, que ce soit les demandeurs ou les parties prenantes restantes, ont démontré je vais le dire comme ça, un chauvinisme extraordinaire à défendre la cause de l'emploi en Algérie et la cause des jeunes, puisque c'est les jeunes à la fin hein, qui vivent tout ça, pour offrir un meilleur. Les entreprises veulent travailler mieux, offrir plus d'emplois, se pousser à avoir de la qualité, former. Ils ont tous dit présents hein, au projet EFE. Les jeunes ont dit, oui, mais si vous nous aidez, nous, on se forme. Où, comment, où ça se passe où les organismes ont dit, s'il faut moderniser, nous, on est prêt à le faire. Juste demandez-nous, nous, on est prêt à travailler, etc. Donc il y a cet esprit très positif, profond, latent, qui ne demande qu'à être aidé, poussé. Ce qui est très positif, très très positif. La première remarque, comme vous l'avez compris, c'est la communication. Cette communication est essentielle aujourd'hui pour permettre à toutes les parties prenantes de faire augmenter, la confiance chez le jeune, mais la confiance
en les institutions. Il faut accentuer toutes les formes de communication sur les canaux nécessaires, digitaux. Aujourd'hui, vous avez vu, les jeunes sont présents, mais aussi les entreprises. Aujourd'hui, l'ANAM, quand elle veut parler aux entreprises, elle a intérêt à être sur Internet. Les jeunes, quand ils veulent se renseigner sur l'ANAM, elle a intérêt à être sur Internet. Mais pire que ça, si aujourd'hui l'ANAM veut, par exemple, toucher les jeunes, on en parlait avec Salvatore, faire attention, un site web, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, vous devez aller vers l'application. Aujourd'hui, vous êtes à l'ère du téléphone. Je ne sais plus où je suis malade, je n'ai pas mon téléphone, je vais tomber malade. Si votre site web n'est pas friendly pour un téléphone, c'est-à-dire que quand vous ouvrez le site web, on n'arrive pas à le lire. Personne ne lira votre site web. Donc ça veut dire que vous devez communiquer sur le net et communiquer correctement dans le beau canal, le bon outil, etc. Vous devez aussi, et nous devons tous, travailler à l'orientation des jeunes. Nous l'avons vu, et on ne peut pas tout dire, mais nous l'avons vu, des jeunes qui se sont formés maintes fois, à maintes domaines différents, et qui n'ont pas trouvé de travail. Parce qu'ils se sont formés à des métiers qui n'étaient pas durables ou existants dans leur région, à des métiers ou des offres d'opportunités qu'ils n'ont pas vues. Donc on a besoin d'orienter ces jeunes. Il faut impérativement qu'on travaille très fort tous ensemble à démystifier la formation professionnelle, qui, la pauvre, avec tout ce qu'elle fait et elle essaie de faire, elle a cette notoriété d'échec scolaire. Les jeunes la voient comme un échec scolaire. Aller vers la formation professionnelle est un échec scolaire. Même s'ils ont eu leur bac, ils vont à l'université, ils font 2 ans d'université et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien pu faire à l'université, ils abandonnent, ils reviennent à la formation professionnelle qui, eux, leur sauve la mise en leur donnant un diplôme. Et malgré tout, elle est vue comme un échec. Il faut travailler très fort pour essayer d'orienter aujourd'hui au plus tôt les jeunes vers la formation professionnelle. Et le seul moyen, c'est de casser ce mythe de l'échec. On a vu des exemples à Gardaïa, des associations qui le font très bien. On a vu des gens de la formation professionnelle, eux, qui le font par leur propre innovation et leur propre méthode dans certaines villes. La formation 360 en soft skills. Il faut former tout le monde, pas que les jeunes, mais aussi les gens qui font face à ces jeunes. Je ne pourrais pas parler très longuement, mais Brenco est une entreprise ANSEJ. Nous sommes une entreprise ANSEJ. Nous avons eu affaire à l'ANSEJ pendant 2 ou 3 ans. Et le premier constat à mon niveau, comme voilà, je ne suis pas un candidat classique à l'ANSEJ, et ils le savent et on en discute très longuement parce que voilà, ils veulent échanger. Et ils me disent, ouais, Karim, t'es gentil, mais on ne nous a pas formés à faire tout ça. Il faut former tout le monde à ça. Mais c'est tout le monde, pas que le jeune, même la personne qui est en face du jeune. Première chose, unifier le langage. Comment vous voulez qu'on parle tous ensemble si on n'arrive même pas à mettre la bonne terminologie? Donc, il faut qu'on relise tout ça en formant tout le monde. Et c'est pour ça qu'on parle de formation 360. Dans les entreprises, les gens qui travaillent dans les entreprises, on a vu les maisons de l'entrepreneuriat, les bureaux de liaison dans les universités, qui essaient de faire beaucoup de choses, mais qui ont besoin aussi d'être formés. Donc, on a besoin de faire de la formation de formateurs et de la formation de demandeurs. Aujourd'hui, je rêve, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui sont issus, comme moi, du monde du digital. Et je rêve qu'on ait, comme en Angleterre et comme aux États-Unis, des Open API, que notre État, s'il ne les met pas à disposition, on peut les attaquer en justice. Donc, du coup, il est impératif aujourd'hui qu'on voit l'apparition du partage de la data. Il faut ouvrir impérativement la data. Il faut que cette data soit disponible à toutes les parties prenantes entre elles, mais aussi aux demandeurs, au marché de l'emploi et au marché économique en général. Cette data qui permettra de casser, les mauvaises images qu'ont les institutions, leur permettre d'avoir de la transparence, de casser ce népotisme et cette corruption comprise erronée qui n'est pas là, de permettre l'apparition de start-up qui vont développer des solutions qui vont permettre aux demandeurs et aux entreprises de s'améliorer. Il est impératif de concevoir aujourd'hui cette ouverture de l'open data et de permettre ce partage et cette collaborative work et cette open innovation qui va venir de tous les niveaux. L'IGFRE, nous nous adressons bien évidemment à toutes les parties qui peuvent faire remonter l'information au plus haut de l'État. Il faut créer des lois, il faut des nouvelles lois qui, surtout aujourd'hui, créent un nouveau statut à ce demandeur, qui parfois a des couleurs différentes auxquelles l'entreprise n'arrive pas à faire face. Les couleurs, je m'exprime, je parle de l'étudiant. Un étudiant qui vient travailler est un étudiant et son statut vis-à-vis de l'ANAM, de la CNAS, des DAIP, etc. est très flou. Et du coup, un étudiant pour travailler dans une entreprise aujourd'hui n'a pas un statut très clair.
Et aussi un étudiant qui voudrait être entrepreneur. Comme vous l'avez vu, il y en a beaucoup qui veulent l'être. Il faut légiférer. Légiférer aussi sur les méthodologies. Comme j'ai parlé par exemple de la cooptation, il faut rendre la cooptation normale. Il faut lui créer un statut pour permettre tout le monde l'utilisation de ça. J'ai parlé des privés où c'est beaucoup plus facile pour nous de nous organiser, de mettre des normes, de les faire certifier ISO 9001. Mais dans les entreprises étatiques publiques, il faut légiférer pour leur permettre de rédiger ces nouveaux cadres légaux qui permettra demain aux jeunes et aux entreprises d'évoluer sereinement sur le marché du travail. Et comme je disais, digitalisant les pratiques. Même ici, en termes légaux, il faut digitaliser les pratiques à tous les niveaux. Voilà, je pense que j'ai essayé d'être le plus court possible, même si je parle beaucoup, je sais. Et je vous remercie énormément pour le temps et l'attention que vous m'avez donné.